Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui a été comme chaque jour préparée par Perrine Suquet avec Charles Deluermoz et c'est Marc Bisset aujourd'hui qui est à la réalisation technique de notre émission. Notre émission est entièrement consacrée à l'histoire d'une femme, d'une mère condamnée malgré ses protestations d'innocence pour avoir tué, selon l'accusation, sa propre fille et maquillé le crime pour égarer les soupçons des enquêteurs. Elle a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle le 9 janvier dernier, donc à Melun, au terme de 4 jours d'un procès plein de rebondissements. Les jurés d'assises l'ont donc reconnue coupable d'avoir drogué puis étouffé sa fille, Marie, qui allait avoir 18 ans, à leur domicile, ou en tout cas à l'endroit où vivait cette jeune fille de 18 ans, le 17 février 2014. Anita Varnero, qui est le nom donc de cette personne qui vient d'être condamnée, a décidé de faire appel de cette condamnation depuis le début de l'enquête. Elle a toujours nié avoir tué sa fille. Alors, il faut dire que cette affaire nous a été aussi signalée par plusieurs éditeurs de l'heure du crime qui habitent dans cette région d'Île-de-France, près de Melun, et dans ces messages que nous avons reçus sur RTL.fr, les éditeurs nous demandent pratiquement tous de revenir surtout sur le procès qui vient d'avoir lieu devant la cour d'assises donc de Seine-et-Marne à Melun et qui a profondément bouleversé la région. Nous verrons cela dans un petit instant avec Charles Deluermoz. Mais puisqu'on nous parle également de zones d'ombre, à la fois dans l'instruction et des zones d'ombre qui n'ont pas toutes été peut-être éclaircies au cours du procès, et notamment en ce qui concerne les motivations, le mobile de ce crime, s'il s'agit bien d'un infanticide, nous avons réuni aujourd'hui tout simplement les avocats de la défense et de la partie civile. Maître Quentin Dequimpe, qui est avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, et dans cette affaire l'avocat d'Anita Varnero. Bonjour maître. Bonjour. Près de vous, vous les connaissez puisque vous avez passé plusieurs jours de procès très récemment, donc au début du mois de janvier à Melun. Maître Avi Bitton et maître Alizé Cervello, qui étaient et qui sont toujours la partie civile. Vous représentiez le père biologique de cette jeune fille. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question est pour vous, maître Dequimpe. Je voudrais savoir, à l'issue du procès, donc je rappelle, condamnation à 20 ans de réclusion pour assassinat, est-ce que vous restez sur vos positions, puisque vous aviez plaidé l'acquittement de votre cliente, je crois? Tout à fait. Ma cliente a pris la décision, a été très abattue du choix qui a été fait. On a le droit de contester, on conteste parce qu'on considère que toutes les zones d'ombre n'ont pas été levées et ma cliente, évidemment, maintient ses dénégations. On va repartir à l'homme nouveau sur l'acquittement. Et vous considérez que certaines de ces zones d'ombre où l'accusation a vu le renforcement finalement de son intime conviction, vous pensez que certaines de ces zones d'ombre, si elles étaient éclaircies, pourraient aller en faveur de votre cliente? Tout à fait. En fait, on constate beaucoup qu'on a l'impression qu'il y a des certitudes alors qu'il n'y en a aucune dans ce dossier. Et on a surtout l'impression qu'il y a un climat un petit peu étrange qui tourne tout autour de ma cliente et que ma cliente apparaît peut-être plutôt comme un pion que comme un coupable. Alors on verra tout cela évidemment avec vos explications dans un instant. Maître Avi Bitton et maître Alizé Cervello, en tant que avocat de la partie civile, ce verdict vous a convenu, maître Bitton? Ce verdict qui est motivé, c'est une nouveauté depuis quelques années en France, les verdicts de cour d'assises sont motivés. Donc j'ai là devant moi effectivement la feuille de motivation rédigée par le président de la cour d'assises avec l'accord des jurés. Ce verdict est motivé par des éléments objectifs. Nous allons en parler revenir, oui, effectivement absolument, oui. Tout au long de cette émission, par des éléments objectifs. La question du mobile, nous en parlerons, c'est une question subjective. Seul l'accusé a la réponse, oui, mais seul l'accusé
a la réponse. Si elle a commis le crime, elle seule connaît ses motivations. Nous ne pouvons pas faire de la divination et essayer de deviner. Et de toute façon, ça n'est pas nécessaire pour l'accusation de démontrer quel est le mobile. Juridiquement, c'est indifférent. Qu'on tue pour de l'argent ou qu'on tue par haine ou autre, ça n'a aucune importance en droit. La question, c'est est-ce qu'on a tué, oui ou non? Et Maître Cervello, en fait, je disais que je rappelais que vous représentiez dans ce procès le père biologique de la victime, hein, de Marie, qui allait donc tout juste avoir 18 ans. Il faut préciser tout de suite que les parents biologiques de la victime étaient séparés depuis longtemps et que votre client, en fait, n'avait pas vu sa fille, je crois, depuis de longues années. Hein, Oui, effectivement, notre client, Monsieur Corveau et Madame Varnereau, ont eu une brève relation. Cet enfant a été voulu par Madame Varnereau. Monsieur Corveau n'était pas au courant de cette grossesse dans un premier temps. Il a rencontré donc sa fille lorsqu'elle était petite et nous a fait part de ce qu'il avait ensuite été écarté par Madame Varnereau. Il y a eu une part, je pense, de respect de cette décision de laisser cette jeune fille grandir sereinement avec sa mère et de résignation dans l'attente éventuellement de voir si à sa majorité elle aurait la volonté, elle, de reprendre contact. Et si Monsieur Corveau s'est constitué partie civile, c'est pour savoir ce qui s'est passé, comprendre et honorer la mémoire de sa fille, de cette fille qui n'a pas, voire peu, connu. Effectivement, et nous avons eu donc une réponse de la cour d'assises qui se fonde sur les éléments à charge contre Madame Varnereau parce qu'il y en a, et également sur le fait que si c'est quelqu'un d'autre qui l'a commis, c'est quelqu'un qui a commis quasiment le crime parfait, parce qu'à ce jour, les autres pistes sont restées sans issue. Alors ça, on y reviendra quand même tout à l'heure assez longuement, et notamment avec vous, évidemment, Maître Quentin de Quimpe. Avant d'en venir aux faits, à l'enquête, à l'instruction, à ce qui a pu fonder l'intime conviction des enquêteurs et de l'accusation, il faut continuer un peu le tableau familial. Votre cliente, donc Anita Varnereau, vivait de son côté avec un compagnon, et sa fille, donc la victime, Marie, ne vivait pas avec elle. Oui. Alors, c'est effectivement une des spécificités du dossier, une particularité, dans la mesure où ma cliente avait laissé une certaine indépendance à sa fille. Ma cliente était partie vivre avec un monsieur qu'elle avait rencontré au bout d'un certain nombre d'années. Ça faisait 2 ans que sa fille était seule au domicile. Oui, à ses 16 ans, elle habitait l'ancien appartement de sa mère, quoi, Exactement, qui elle vivait avec son compagnon. L'appartement qui était toujours au nom de la mère, qui était loué, qui était réglé dans le village de Mincy. Il y a eu des tentatives pour que la jeune fille, la victime, vienne vivre avec sa mère au domicile de son compagnon, mais les caractères étant ce qu'ils sont, ça a été très compliqué. Elle a eu cette opportunité de rester au domicile et elle a préféré rester là-bas. Alors c'est une adolescente qui vit seule, avec des relations un peu conflictuelles, comme souvent dans ce cas-là, d'ailleurs, avec sa mère. Alors, disons qu'il y a 2 lectures. Il y a vraiment la première lecture qui était celle de l'enquête à proprement dite, qui avait tendance à insister sur des relations très conflictuelles, très compliquées. Puis on a une lecture de personnalité avec des intervenants des témoins qui vont dire que oui, effectivement, ils s'entendaient, elle était toujours très présente, elle venait tous les jours au domicile et qu'il y a des conflits, mais qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait s'imaginer. Voilà, donc il fallait vous donner ces précisions-là avant d'entrer vraiment dans les faits de ce lundi 17 février 2014. C'est ce qu'on va faire dans un instant après une première pause. Et puis avec Charles de Luermoz, on va vous parler aussi de l'émotion considérable qu'a suscité cet assassinat d'une jeune fille de presque 18 ans dans ce village de moins de 2000 habitants. Bien sûr, et là je m'adresse à tous ceux qui habitent en Île-de-France et dans la région de Melun, si vous avez des questions, des réactions, voire des témoignages à propos de cette affaire, vous pouvez nous contacter tout au long de l'émission, comme chaque jour, au 3210, le standard téléphonique d'RTL, ou alors par courriel sur rtl.fr.
Tué Marie Varnereau, la fille d'Anita Varnereau, qui a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle le 9 janvier dernier par la cour d'assises de Melun, sous l'accusation d'avoir tué sa fille et même assassiné, c'est-à-dire tué avec préméditation sa propre fille. Si ce n'est pas cette femme, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qui peut être l'auteur de ce crime, puisque cette femme nie depuis le début être l'auteur de ce crime? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de voir avec mes invités tout au long de l'émission. On va retrouver ces invités qui sont les avocats de la défense et de la partie civile dans un instant. Mais d'abord, Charles de Luyermoz, bonjour. Bonjour. Je voudrais que vous nous disiez, parce que lorsque nous avons reçu ces messages et qu'on a décidé de parler de cette émission dans l'heure du crime, on a constaté très rapidement, simplement en lisant la presse locale, que l'émotion avait été quand même considérable. Par rapport à cette femme, qu'est-ce que vous avez pu recueillir comme élément qui témoigne de cette émotion? Oui, bien sûr, donc beaucoup d'émotions, parce qu'au-delà du drame familial, c'est aussi un drame pour tout le village, forcément. Donc il faut quand même rappeler que Marcy est une petite commune d'à peine 2000 habitants, et je crois qu'ils ont d'abord été très choqués qu'une telle chose puisse arriver comme ça, tout près de chez eux. Donc après, au-delà de l'émotion, de l'incompréhension, je pense qu'il y a aussi beaucoup de colère chez les villageois. Donc comme toujours dans des petits villages comme ça, quand une enquête est menée, avec des policiers, des journalistes qui viennent comme ça envahir le village, bien sûr. Donc c'est sûr que ça bouleverse un petit peu le quotidien, et forcément on se pose des questions, il y a des soupçons, on se demande comment tout ça a pu arriver. Moi j'ai d'ailleurs essayé d'appeler plusieurs commerçants ce matin pour l'émission, et pour recueillir un peu leurs impressions, et personne n'a vraiment voulu me répondre ou me parler de ça. On sent que c'est quelque chose qu'ils ont encore un peu de mal à digérer. Ouais. Voilà, donc à la fois c'est une gêne d'avoir vu ce village à la une de l'actualité, et par rapport à la personnalité même de Anita, des témoignages un peu divisés, c'est-à-dire des gens qui disent en gros ça m'étonne pas que ce soit arrivé, voilà. Pour aller vite. C'est des gens qui la croisaient peut-être, qui la connaissaient plus ou moins, et qui se disaient que c'était une femme quand même un petit peu particulière. Et d'autres qui disent le contraire. Donc tout le monde est très partagé sur cette affaire. Voilà, donc ça c'est le tableau général. Alors maintenant on va en venir aux faits, et on va vous raconter, c'est le début de cette enquête, et évidemment je compte sur mes invités pour éclairer les moments importants de cette enquête. Alors, d'abord, le lundi 17 février 2014, Anita Varnereau appelle la police, et elle explique qu'elle était en visite chez sa mère, qu'elle a reçu un appel téléphonique sur sa messagerie de portable, et que disait ce message anonyme? Selon elle, on a tué ta fille parce qu'elle nous a contaminés. Et elle explique qu'elle s'est aussitôt rendue au domicile donc de l'adolescence, qui, comme on l'a dit, ne vivait pas avec elle, et que là, elle l'avait découverte morte, étouffée, étendue sur son lit. Les premiers policiers qui arrivent sur place ne constatent pas de traces d'effraction, rien n'a apparemment été volé, et l'autopsie, quelques jours plus tard, va révéler des traces de strangulation. Elle a été étranglée, il ne s'agit pas, en tout cas, d'un suicide, et on note aussi une importante présence dans le sang de la victime d'un très puissant somnifère de l'ordre de 10 fois la dose qu'on appelle la dose thérapeutique. Mais l'attitude de la mère, qui était donc sur place, qui a découvert le corps de sa fille, et les tout premiers éléments de l'enquête vont faire d'elle très rapidement le suspect numéro 1. Alors, on va tout de suite vous donner quelques éléments à ce propos. D'abord, les enquêteurs vont mettre le doute sur la réalité de ce coup de fil anonyme que cette femme prétend avoir reçu. Alors, est-ce que vous pouvez éclairer ce premier point, les uns et les autres? Peut-être d'abord l'avocat d'Anita, donc maître de Quimp. Alors, juste une petite digression, mais si vous le permettez, c'est quand même important, parce que ma cliente, on lui a beaucoup reproché son attitude, mais c'est pas elle qui a appelé la police, c'est sa mère. Ma cliente a découvert le corps, elle a été prostrée, elle n'a pas été capable. S'agissant de cet appel... On lui a reproché son attitude en disant qu'elle était assez froide et pas, on va dire, pas assez émue, quoi. Voilà. Pour un drame qu'elle venait de découvrir. Ce qu'on attend normalement chez une personne. S'agissant de cet appel, alors...
Les enquêteurs de police ont relevé la téléphonie. Ils ont constaté qu'il y avait un appel effectivement sur ce téléphone qui avait été laissé sur le répondeur. La difficulté, ça a été de retracer l'appel et de savoir exactement d'où il vient. Oui, mais ça a été fait et on a découvert que l'appel venait d'une cabine publique. Quand on a demandé à cette femme de faire entendre le message qu'elle avait reçu, ce fameux message, on va tuer ta fille parce qu'elle nous a contaminés, eh bien, le message était effacé. Alors, on va continuer à parler de ce avec les avocats donc de la partie civile, maître Bitton et maître Cervello. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur cet aspect-là de l'enquête ? C'est un point important parce que je pense que c'est le premier élément dans l'enquête qui déjà va surprendre les enquêteurs de police et les faire douter. C'est-à-dire que nous sommes sur la scène de crime. Les policiers sont arrivés, la mère est à côté de la victime. Et c'est la mère elle-même qui va dire aux policiers « J'ai sur mon portable un message téléphonique d'un inconnu qui m'a appelé en me disant qu'il avait tué ma fille. » Et elle montre l'écran de son portable au policier qui effectivement a témoigné à la barre et se souvient très bien que effectivement il y avait un appel inconnu à 14h08 si mes souvenirs sont bons, oui, ou 14h26. D'accord. Et le policier immédiatement comprend que c'est là un élément majeur du dossier, évidemment, et dit à Anita Varnereau « Donnez-nous votre portable, qu'on l'isole, qu'on fasse des constatations ». Anita Varnereau refuse au prétexte qu'elle doit passer quelques appels à des proches. Le policier se dit « Bon, c'est une réaction anormale, mais elle est bouleversée. » Et effectivement, il la voit passer des appels à des proches, à sa sœur, à son concubin, etc. Mais ensuite, à plusieurs reprises, les policiers, les collègues qui arrivent, insistent et disent à Anita Varnereau « Passez-nous le portable, passez-nous le portable ». Elle finit par leur passer le portable. Et là, on se rend compte qu'ont été effacées non pas une chose, mais 3 choses. A été effacé le message téléphonique. A été effacé le SMS qui la prévenait qu'il y avait un message téléphonique. Ah, elle aurait reçu un SMS et oui, pour la prévenir. C'était le système de téléphonie de son opérateur. Et troisièmement, a été effacé le journal d'appel avec les appels entrants et les appels sortants. Évidemment, les policiers, par la suite, ont été troublés et lors des interrogatoires, lui ont dit « Mais comment ça se fait que ça a été effacé ?» Elle dit « J'ai fait une erreur de manipulation, c'est par réflexe. » J'ai l'habitude par réflexe d'effacer les appels que je reçois. Voilà, pas fait exprès. Le problème, c'est que l'expert en téléphonie qui a été entendu lors du procès d'assises a bien expliqué qu'il fallait 3 opérations manuelles différentes et successives pour d'abord effacer le journal d'appel, ensuite effacer le SMS, ensuite effacer le message lui-même. D'accord. Alors, là-dessus, on va y revenir dans un instant avec vous, maître Dequimpe, après une première pause, parce que les policiers sont allés plus loin, qu'ils ont donc par téléphonie repéré une cabine téléphonique et qu'ils ont constaté que très peu de temps avant le drame, mais vraisemblablement très peu de temps avant la découverte du drame, c'est-à-dire en fin de matinée, alors que l'heure de la mort de cette malheureuse jeune fille a été située au début de la matinée, on va dire à partir de 9h du matin, vers midi par là, Anita Varnereau serait allée dans un bar tabac pour acheter une puce téléphonique d'une carte qui permet d'appeler d'une cabine publique. Et donc, pour eux, cette femme est allée dans cette cabine téléphonique, a envoyé un appel à son propre téléphone et elle aurait ensuite découvert, entre guillemets, cet appel alors qu'elle se trouvait devant un témoin qui était sa propre mère. Nous allons, alors évidemment, ce scénario est totalement contesté par maître Quentin Dequimpe et il va nous dire pourquoi dans quelques instants. L'heure du crime. Sur RTL. Et à la une de l'heure du crime, cette question qui a été d'une certaine manière tranchée par la justice au début du mois de janvier, il y a quelques jours, qui a tué Marie Varnereau, cette adolescente d'à peine 18 ans. Je crois qu'elle devait fêter son anniversaire des 18 ans le lendemain ou le surlendemain du drame.
est-ce sa mère qui était accusée et qui a été condamnée à 20 ans de réclusion pour assassinat, ou est-ce l'auteur du mystérieux message, si on veut bien admettre que ce message a existé, ou d'autres personnes, parce que vous verrez, vous constaterez avec nous qu'il y a eu beaucoup de rebondissements à la fois au cours de l'instruction et surtout au cours du procès dont on va parler tout à l'heure. Je précise également que Anita Vernero a fait appel de cette décision. Il y aura donc un autre procès, un procès en appel, et évidemment jusqu'à l'issue de ce second procès, elle est présumée innocente des faits qui lui sont reprochés. On en parle avec maître Avi Bitton et maître Alizé Cervello, qui sont avocats au barreau de Paris et qui sont la partie civile au nom du père biologique de Marie, la victime, et maître Quentin Dequimpe, qui est avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui est l'avocat d'Anita Vernero, et qui n'a évidemment pas le même point de vue sur, notamment, on va revenir sur cette histoire de messages opportunément effacés, et sur les conclusions de l'enquête de téléphonie de la police, qui pense avoir trouvé la solution. C'est que le coup de fil en question a été passé par Anita Vernero d'une cabine publique avec une puce qui était sur une carte qu'elle avait achetée quelques minutes peut-être avant de téléphoner. Puis ensuite, son téléphone, son opérateur lui envoie un SMS pour dire: vous avez un message. Elle écoute ce message. Elle est chez sa mère à ce moment-là, et elle apprend, dit-elle, que voilà, on a tué ta fille parce que elle nous a contaminés. Au passage, maître Dequimpe, on peut dire que l'autopsie a montré que la jeune fille n'avait ni le VIH ni d'autres maladies transmissibles par lesquelles elle aurait pu contaminer quelqu'un. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. D'accord. Alors, vous dites comment vous... comment dire, quel est votre éclairage sur cet épisode-là et le fait que, en plus, je crois même des caméras de surveillance ont montré que Anita Vernero, effectivement, était allée acheter cette carte prépayée quelque temps avant de passer ce coup de fil. C'est vrai que cet élément est non négligeable et important, puisqu'on veut faire croire que ma cliente aurait passé l'appel pour créer un coupable imaginaire et que elle aurait effacé ensuite ce message devant les policiers. Mais d'une part, ça manque d'incohérence, et d'autre part, en regardant la téléphonie, on se constate que d'une part, il y a un gros problème sur tous ces appels. Comme le disait mon confrère, les appels qui sont enregistrés sur le téléphone de ma cliente, il y en a un à 14h18. Mais la logique voudrait qu'en réception, ce soit à peu près le même horaire. Sauf qu'on a des horaires qui fluctuent entre 14h08 et 14h25 et qu'on a 5 appels. Et comment on explique ça, là ? Là, on a beaucoup entendu lors du procès d'assises que la téléphonie n'était pas une science exacte. C'est la première difficulté. Ensuite, on a également une autre difficulté concernant... Enfin, pardonnez-moi, il y a bien eu un appel, puisque cette femme fait état d'un message qu'elle a entendu, quand même. Moi, j'ai devant mes yeux la liste des appels téléphoniques, et il y a même eu un autre appel avant. Et les policiers, étonnamment, n'ont pas été chercher à identifier cet appel qui était également sur la messagerie. C'est-à-dire que si elle a écouté son message, quand elle l'a écouté, le premier message qu'elle a reçu, c'est pas celui qui proviendrait éventuellement de la cabine téléphonique, mais le précédent, d'un téléphone portable, un appel à 13h08, et on est complètement passé à côté. Mais on l'a interrogée là-dessus, elle a dit qu'elle avait reçu un appel Elle a... En fait, le premier appel qu'elle a reçu, à partir du matin dans l'après-midi, le premier appel qu'elle a reçu, c'est un appel de sa messagerie, de son opérateur téléphonique, pour dire « vous avez un message ». D'accord. Et à ce moment-là, il y avait 2 messages sur son répondeur. Bon. Alors ensuite, l'achat de la carte prépayée. Alors, l'achat de la carte prépayée, c'est certain, ma cliente était présente. Elle a acheté une carte. En revanche, on essaie également de dire que c'est ma cliente qui aurait téléphoné avec cette carte sur son téléphone depuis cette cabine, mais là aussi, c'est encore des interprétations et on n'a aucune certitude. Et, elle dit « je l'ai perdue ». Elle l'a perdue, effectivement. Et c'est même pas cette carte. Je tiens à insister là-dessus, c'est qu'on dit que c'est la carte numéro 39 qui a pu appeler, mais il n'y a pas de certitude là-dessus. Il y a un doute là-dessus, en tout cas. C'est certain qu'elle a... On peut pas dire qu'elle a acheté cette carte. Si on le dit, c'est que on le suppose, comme le dit le gérant du tabac, mais qu'il n'y a aucune certitude là-dessus. D'accord. Oui, peut-être une réaction. Alors, maîtresse Cervello, oui. Alors, en fait, c'est la carte numéro 39 qui a effectivement appelé Madame Vernero. Après,
c'est vraisemblablement, pas certainement, c'est vraisemblable selon le buraliste, que ce soit cette carte que Madame Varnereau ait achetée le jour des faits. Ce qui est étonnant, c'est que Madame Varnereau, dans ses premières auditions en tant que témoin, elle n'est pas mise en cause, ne parle pas dans son emploi du temps de l'achat de cette carte. Elle n'en parle pas non plus lors de ses premières auditions de garde à vue. C'est que une fois mise devant ces faits par les policiers, qu'elle va dire « Ah, effectivement, j'ai acheté une carte ». Elle parlera d'abord d'un achat 3 jours avant, puis finalement le jour des faits. Elle donnera différentes raisons pour l'achat de cette carte. Elle a beaucoup varié dans ses explications. Voilà, ce qu'on peut difficilement comprendre. Si je peux intervenir, c'est que ma cliente n'a jamais considéré que cet élément était important puisqu'elle n'a pas passé cet appel. Donc elle n'a pas mentionné cet élément puisque ce n'était pas quelque chose qui lui paraissait important dans ces faits. Alors il y a un autre élément, vous avez encore des choses à dire sur ça parce qu'on ne va pas trop non plus partir dans des considérations techniques. C'est tout de même un élément important. Si c'est quelqu'un d'autre qu'Anita Varnereau qui a commis ce crime et si ce quelqu'un d'autre a passé cet appel, eh bien, je dis que c'est un scénario complètement extraordinaire parce que ça voudrait dire que cette personne n'a laissé aucune trace sur la scène de crime, n'a laissé aucun indice, n'a laissé rien sur son existence, mais cette personne aurait commis l'imprudence de laisser un message vocal enregistré avec sa voix, géolocalisé dans une cabine, et par définition géolocalisable, dans la commune du crime, le jour des faits, sur une messagerie donc où on peut expertiser sa voix, la retrouver, etc. Non, ça n'a pas de sens. En réalité, Anita Varnereau s'est appelée elle-même de cette cabine sur son portable et comme par hasard d'ailleurs, au moment de l'appel dans la cabine, son portable borne dans la même zone géographique que la cabine. Donc elle s'est appelée sur son portable, mais comme elle n'a pas laissé de message, effectivement, elle n'a pas voulu faire écouter un message blanc aux policiers, alors elle a effacé ce message. Mais elle savait que sur les relevés téléphoniques, il y aurait une trace d'un appel d'une cabine sur son portable. Voilà. Ça, on ne peut pas savoir si le message est blanc. Je pense que mon confrère surinterprète un petit peu et qu'il dépasse peut-être son rôle. On ne le sait pas parce qu'elle l'a effacé. C'est un point de toute façon sur lequel vous reviendrez dans le procès en appel à vous entendre. Alors, on va faire une pause et on va parler de l'autopsie. Parce que l'autopsie a révélé un certain nombre de choses également. Et on va revenir là-dessus dans un instant. Et il y a des éléments, effectivement, qui ont été considérés comme des éléments accablants pour Anita Varnereau. Et on va passer ça au crible de vos éclairages successifs. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et nous revenons sur cette étrange affaire qui a été tranchée une première fois par la justice le 9 janvier dernier en condamnant à 20 ans de prison la personne qui était accusée, qui n'est autre que la mère de la victime, Anita Varnereau, qui a fait appel et qui a toujours, elle, clamé son innocence. Il n'y a pas dans ce dossier d'aveu de cette personne en garde à vue. Alors l'autopsie, elle a révélé quand même pas mal de choses parce que on en parlait tout à l'heure. Marie n'était pas séropositive si on pense au VIH, elle n'avait pas d'autres maladies transmissibles, ce qui rend encore plus étrange le message on a tué ta fille parce que elle nous a contaminés. Du côté de l'ADN, on a trouvé pas de traces d'ADN autres que ceux de la jeune fille et de sa mère, Anita. Elle dit c'est normal puisque je venais dans cet appartement, on a trouvé son ADN sous les ongles de sa fille, mais elle dira que elle a déplacé le cadavre, elle s'est précipitée sur le lit où se trouvait la victime, donc c'est pas étonnant qu'on trouve son ADN. Enfin, je donne à la fois les éléments trouvés et les réponses qu'elle a pu donner, mais on pourra compléter ça. Et puis alors, surtout, surtout de l'extérieur, parce que moi j'ai pas le dossier évidemment comme vous de l'instruction, mais les expertises toxicologiques vont montrer que il y a dans son sang une dose vraiment massive d'un somnifère dont on a pu identifier la marque. Et là, les policiers vont s'apercevoir que quelques semaines ou quelques mois auparavant, Anita Varnereau s'est procuré des boîtes du même produit. En fait, bon. Alors là, ça mérite. Je vous demande de mettre quand même tout de suite déjà vos commentaires sur ces points-là, l'ADN de la mère et la présence massive de ce puissant somnifère, alors qu'il est certain que ça n'est pas un suicide puisqu'il y a des traces de strangulation.
Alors, on va revenir sur l'ADN parce qu'effectivement, on a retrouvé de l'ADN de la mère sous 2 ongles de la victime, à savoir l'annulaire et, à principe, l'index, mais sans certitude. C'est la seule trace qu'on retrouve. On ne retrouve pas de traces d'ADN au niveau du cou, on ne retrouve pas de traces d'ADN à un autre endroit de la victime. Et on retrouve des traces d'ADN dans l'appartement concernant la mère, mais c'est normal, elle y venait tous les jours. Mais on a également retrouvé des ADN masculins non identifiés. Donc, l'ADN, en l'espèce, étant donné que la mère s'est présentée, a pris sa fille dans ses bras, n'est pas une preuve suffisante. C'est la raison pour laquelle d'autres pistes ont été explorées. Et on a effectivement ce problème des médicaments, de l'empoisonnement, comme quoi la victime aurait ingéré une boîte complète de zolpidem. Enfin, on va passer des marques, on ne va pas non plus donner de molécule. mauvaises idées à ceux qui C'est la molécule. nous écoutent. C'est la molécule, justement. On ne donne pas le nom commercial, s'il vous plaît. Oui. C'est vrai que c'est une certaine difficulté, mais bon, équivalent d'une ou deux boîtes entières, quand même. C'est-à-dire 10 fois la dose thérapeutique. Alors, sur le mode d'administration, on n'a pas été capable d'éclairer cette situation parce qu'il est tout de même étonnant qu'une jeune fille dans son lit se voit proposer une telle quantité. Puis on a aussi relevé, alors effectivement la piste de suicide semble écartée, mais on a relevé qu'il arrivait que la victime sur l'année précédente avait pris, rarement, mais à l'occasion, de ces comprimés. D'accord. Et sur le fait que Anita ait acheté, il y a une pharmacienne qui est venue témoigner en disant oui, je lui ai vendu plusieurs boîtes de ce médicament, et elle aurait dit que c'était pour soigner ses propres insomnies. Alors, si j'ai bien compris. Elle a dit que c'était pour sa fille qui lui avait sollicité cette boîte. D'accord. Ça correspond à peu près au fait qu'on ait pu retrouver quelques traces, et on y reviendra plus tard, mais au fait que sa fille n'était pas dans une situation morale très, très facile à ce moment-là. D'accord. Alors, maintenant, Maître Bitton et Maître Cervello, peut-être un mot là-dessus aussi, parce que... Effectivement, une précision. La pharmacienne a déclaré que Madame Varnereau lui avait indiqué que c'était pour elle-même. Par contre, Madame Varnereau a déclaré à la police les avoir achetés pour sa fille. Donc, il y a quand même déjà une différence à ce niveau-là. Sur le mode d'administration, on n'a pas retrouvé la boîte de somnifères au domicile de la victime. Par contre, on a retrouvé des traces de ce somnifère sur les couverts qui étaient dans la cuisine. Donc on peut supposer qu'ils ont servi au mélange. On a aussi retrouvé des traces dans le siphon. Dans l'évier, quoi. Voilà, dans l'évier. Alors ensuite, on peut faire que des hypothèses. Une personne de confiance, sa mère, a pu lui proposer une boisson et une boisson sucrée peut cacher le goût d'un somnifère. Ça a été discuté. Le goût était très amer. C'est pas le genre de médicament qu'on peut prendre comme ça sans s'en rendre compte. Oui. Maître Bitton, 2 indices quand même pour éclairer les auditeurs. Premièrement, il faut savoir qu'Anita Varnereau n'a pas acheté ces 2 boîtes de somnifères au guichet de la pharmacie, avec une ordonnance, un reçu, une caisse enregistreuse, un nom sur l'ordinateur. Non. Elle a acheté ces boîtes de somnifères à son amie pharmacienne à l'extérieur de la pharmacie, de la main à la main, sans reçu, sans comptabilité, sans trace. Comme si elle voulait cacher cet achat. On le sait, c'est au dossier. Elle ne l'a pas acheté en pharmacie. Ça a été témoigné par la pharmacienne à la barre, ça a été dit. Ça n'était pas dans la pharmacie, c'était à l'extérieur de la main à la main. Et deuxièmement, la boîte de somnifères qu'a ingérée la victime, non seulement on ne l'a pas retrouvée dans son appartement, elle a disparu de l'appartement, mais on a retrouvé une boîte de ce somnifère vide dans l'appartement de Madame Varnereau quelques jours après les faits. Bon, alors, ça peut être aussi une question d'interprétation. On ne va pas refaire le procès. Simplement, ce sont des éléments. D'ailleurs, les éléments que met en avant Maître Bitton se retrouvent dans la lettre de motivation de la condamnation. Correspond, puisque cette lettre de motivation de mémoire, comme ça, j'ai pu la voir passer, parle de déclaration contradictoire de Madame Varnereau, parle également de la téléphonie, évidemment, de quand même un élément central du dossier considéré comme très accablant pour elle, et parle également de tout ce qu'on vient d'évoquer à l'instant. Alors maintenant, on va faire une pause. Et puis, on va consacrer la dernière partie de l'émission à parler du procès, parce qu'il y a eu un rebondissement extrêmement important au cours du procès. C'est que on a retrouvé, alors avec des guillemets de rigueur, parce que les policiers n'avaient pas trouvé dans l'appartement où on avait trouvé le corps de la victime, on a retrouvé le téléphone
de Marie. Et ce téléphone, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? On va vous expliquer tout ça en détail dans un instant. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. C'est la dernière partie de cette émission consacrée à cet assassinat d'une jeune fille d'à peine 18 ans qui allait avoir 18 ans. Sa mère a été accusée d'avoir prémédité donc ce crime, de l'avoir même maquillé avec ce scénario de menaces téléphoniques en disant on a tué ta fille parce que elle nous avait contaminés. Et dans les motivations de la condamnation à 20 ans donc de réclusion, on retrouve ce qu'on disait, c'est-à-dire que la Cour a décidé de suivre l'accusation, en fait, d'ailleurs, en disant, voilà, des versions différentes et successives de l'accusé, et puis des éléments considérés comme accablants, et notamment les histoires donc de cette cabine téléphonique, l'achat de ce somnifère très puissant, etc. Du côté de la défense, évidemment, on dit il n'y a pas de mobile évident, il n'y a pas de preuve majeure, et donc c'est l'intime conviction des jurés qui a conduit à cette condamnation, d'où l'appel de votre cliente et l'idée maintenant d'un deuxième procès. D'ailleurs, je voulais vous poser la question, maître Decamp, c'est possible entre un procès en première instance et un procès en appel, vous pouvez faire des demandes particulières d'enquête pour éclairer des zones d'ombre. C'est quelque chose qui avait été fait initialement, même avant le procès, parce que le téléphone, on l'avait quand même depuis le 30 novembre. On avait sollicité très rapidement la Cour à ce sujet, mais on n'a pas eu de réponse. Le téléphone dont on va parler là, le rebondissement du procès, d'accord. On l'avait à disposition, on l'avait signalé à la Cour. D'accord. Et oui, on a bien l'intention de continuer l'enquête, et on va même évidemment solliciter des mises en liberté dans l'attente du prochain jugement. D'accord. Alors, le procès, donc, il a duré 4 jours, je crois. Oui, vous êtes devant la cour d'assises de Melun. Il y a un défilé de témoins. Il est évoqué tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Et puis, à un moment, alors, un rebondissement, c'est comme ça que ça s'appelle. La sœur de l'accusé fait savoir que dans l'appartement de la victime, elle a retrouvé le téléphone de Marie. Et ce téléphone va parler. On va y trouver, maître Decamp, des milliers de SMS, des milliers de pages d'échanges retranscrits, des photos, SMS, etc. Des conversations Skype, Facebook, on a tout. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve en particulier qui constitue un rebondissement dans l'affaire pour vous? Le premier rebondissement, c'est tout d'abord que tous les amis de Marie nous avaient donné aucune information parce qu'ils avaient tous effacé leurs messages, toute trace de contact avec Marie lorsqu'ils étaient auditionnés par les services de police. Donc ça nous a permis de découvrir un peu la personnalité de Marie. On a découvert quelque chose de très important, c'est qu'elle pensait être enceinte un mois avant. Elle avait un petit copain, on va dire, c'est ça. De l'époque. Elle pensait être enceinte et elle accusait ce garçon par des messages qu'on a retrouvés de ne pas s'être protégé lors de leur rapport. Exactement. Elle menaçait que s'il prenait pas ses responsabilités, elle préviendrait sa mère. Et on sentait que c'était quelque chose de touchant chez ce garçon. Ça le touchait personnellement. Ouais. Alors, ce garçon, il est convoqué. Il va témoigner au cours du procès. Je tiens à préciser que c'est nous, la défense, qui avons fait citer ce garçon avant même de savoir ce qu'il y avait dans le téléphone, parce que il n'était pas très clair dans ses premières déclarations. Et on a dû insister pour qu'il vienne. Et eu égard aux éléments qu'on a reçus, il a dû venir escorté par une équipe de police. En tout cas, il est venu. La téléphonie l'a mis hors de cause le jour de l'assassinat. Son téléphone a borné très loin de là. Son ADN aussi. Maître Cervello, comment? Son ADN aussi. Et son ADN n'était pas présent non plus. Donc voilà quelqu'un qui est innocenté et qui dit quoi? Qui dit mais moi j'ai jamais eu de rapport complet avec cette jeune fille. C'est ce qu'il va dire devant la télévision, mais c'est pas forcément ce qu'il va dire en audience. En audience, il va pas aller très loin sur ses déclarations. Il va dire non, elle n'était pas enceinte et il va pas prévenir qu'il était en relation aussi avec une autre amie. Disons qu'on est très insatisfait de son témoignage. D'accord. Donc vous voulez revenir sur cet aspect-là de l'enquête Entre autres, parce qu'on a l'habitude de dire que c'est les téléphones qui bornent, pas les personnes. Et donc, il suffit de laisser son téléphone à un endroit. Donc pour vous, ça constitue une de ces fameuses zones d'ombre. Une piste qui aurait dû être creusée un peu plus tôt. Alors, il y a une autre zone d'ombre, il faut y venir maintenant parce qu'on s'approche de la fin de l'émission et là, je m'adresse d'abord en priorité à Maître Bitton et Maître Cervello, c'est le mobile. Pourquoi cette femme aurait tué sa fille? Alors, comme je l'ai dit dès le début,
l'accusation n'a pas besoin de démontrer le mobile pour condamner quelqu'un. Et je dirais, heureusement, on ne peut pas rentrer dans la tête des gens pour savoir ce qui s'y passe. Comment voulez-vous que l'accusation démontre un mobile ? Ça n'est pas un élément nécessaire pour déclarer quelqu'un coupable. Le coupable, s'il a commis les faits, sait pourquoi il les a commis, et encore, parfois lui-même ne le sait pas. Donc on ne peut élaborer malheureusement que des hypothèses. C'est superfétatoire, ça n'est pas nécessaire pour la démonstration de la culpabilité, mais allons-y, donnons des hypothèses. Plusieurs amis, et les meilleurs amis les plus proches de la victime, ont dit que depuis des mois, voire des années, elle recherchait son père, elle essayait d'entrer en contact avec lui, de le trouver, de faire sa connaissance. Elle voulait retrouver son père biologique. Elle voulait retrouver son père alors biologique. que les ponts avaient été coupés quand elle avait à peu près 8 ans. Effectivement. Et que sa propre mère, donc Anita, ne souhaitait pas qu'elle revoie son père. C'est avéré ou on verra avec Maître Decamps. C'est ce qui est apparu, effectivement. Et donc, dans les propos d'ailleurs de la mère, lorsqu'elle était interrogée, elle a une histoire très particulière. Elle-même, la mère, l'accusée, a été abandonnée quand elle était petite, quasiment à sa naissance. Et elle parlait de son propre père, l'accusé, en disant « ce n'était pas mon père, c'était un géniteur ». Eh bien, elle a repris exactement le même mot en parlant du père de sa fille. Lors de ses auditions, elle a dit « c'était un géniteur ». Et manifestement, elle ne voulait pas que sa fille fasse la connaissance de son père. Et l'assassinat est intervenu à 4 jours de l'anniversaire de la fille où elle aurait fait ses 18 ans. Et où elle aurait été cette libre de poursuivre ses propres recherches. Exactement, etc. cette majorité, ses 18 ans, lui aurait permis effectivement d'entreprendre des démarches pour retrouver son père. Alors, on reviendra à Jean-Luc, puisque c'est le prénom du père biologique avec vous, Maître Cervello, dans un instant. Mais d'abord, je voudrais que Maître Decamps puisse exprimer sur ce qu'on vient de dire, et d'une façon globale, puisqu'on arrive vraiment à la fin de l'émission, là, sur le bilan que vous tirez de cette affaire, quoi. Alors, sur ce qu'a exprimé mon confrère, c'est vrai qu'ils ont cherché des mobiles et que celui-là n'a pas tenu. La preuve en est, c'est que la cour d'assises a seulement accordé 1 000 euros à la partie civile. Quand on est père d'une victime, ça signifie quand même qu'on n'était pas forcément très présent. Je n'ai pas ces subtilités-là, mais bon. J'ai le regret, effectivement, pour M. Corvo. Je peux comprendre la peine qu'il est, mais il n'a pas fait les démarches nécessaires. Et il n'était peut-être pas là pour de l'argent non plus. Non, peut-être pas, et je l'espère. Je pense que ses avocats, effectivement, l'assistent dans ce cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le téléphone portable, on n'a aucune trace de recherche sur le père, que ce soit sur Facebook, dans les messages, et ainsi de suite. Rien n'est mentionné. Elle n'aurait pas entamé pour vous, donc Marie n'aurait pas entamé de façon très surfaite. C'est pas son but. Donc c'est un mobile qui ne tiendrait pas. C'est un mobile qui ne tiendrait pas. Alors quelle est l'explication d'Anita comment elle imagine ce qui s'est passé? Si elle dit c'est pas moi, c'est pas possible. Bon, elle a répondu. Je tiens tout d'abord à préciser qu'elle a été très choquée et que perdre sa fille unique, ça l'a beaucoup marqué. Sur les explications, elle se pose encore des questions. Elle aussi, elle aimerait savoir. Elle est dans la recherche. Et avec la découverte de ce téléphone, on a des éléments supplémentaires qui pourraient permettre d'éclairer certaines pistes. Voilà, donc on a un peu une approche de ce que pourra être éventuellement le procès en appel prévu pour dans quel horizon année, je pense. Une petite année. Le mot de la fin, c'est Maître Cervello. Comment justement le père biologique de donc Jean-Luc a réagi au verdict? Alors, il est très frustré, je pense, parce que malgré ce verdict de condamnation, on n'a toujours pas de notion de mobile, et ça constitue une grande frustration pour tout le monde parce qu'il ne saura pas pourquoi sa fille est morte, et il ne peut se réjouir d'un tel verdict parce que, comme il l'a dit pour lui, je ne veux pas qu'elle ait tué, personne ne veut qu'une mère ait tué son enfant. Et lui avait fait des recherches pour retrouver sa fille parce qu'il a d'autres enfants à qui il avait dit un jour on se réunira, quoi. On se retrouvera. Alors, dernièrement, il n'avait pas fait de recherche, il avait essayé de la reconnaître, mais il était dans une phase, on va dire, d'attente et d'espoir qu'à l'avenir, il puisse se retrouver. Et il sera donc à nouveau représenté au cours du procès en appel. Je vous remercie beaucoup, merci infiniment de nous avoir donné votre éclairage sur une affaire quand même qui est assez exceptionnelle, il faut bien le dire. Et je ne vous donne pas rendez-vous dans un an parce qu'on ne sait pas où on sera, ce qu'on fera. Mais en tout cas, donc, on rappelle que Anita est donc présumée innocente jusqu'à l'ouverture de ce procès en appel. L'émission est terminée. On va retrouver Flavie Flamand dans quelques instants.